Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV78, une édition pour revenir sur l'ensemble de l'actualité locale et régionale. Tout de suite, les titres de ce mercredi 7 mars. La présence de terres agricoles, facteur d'attractivité pour les grandes métropoles, c'est ce que cherchait à démontrer un séminaire qui se tenait ce matin à Villepreux. Près de 200 personnes présentes autour de 2 tables rondes, élus, exploitants, chercheurs et spécialistes venus de Genève, Milan ou encore Montréal. Il demande un accueil plus digne des migrants dans le département et en France. Une cinquantaine de personnes s'est mobilisée ce mercredi matin devant la préfecture des Yvelines à Versailles. Une manifestation à l'appel du réseau AMI qui regroupe plusieurs organisations, associations et collectifs des Yvelines. Reportage à suivre. Enfin, les élus de Saint-Quentin-en-Yvelines étaient réunis hier en conseil communautaire. À l'ordre du jour, le rapport d'orientation budgétaire fixant la ligne pour 2018, un budget qui doit être construit une nouvelle fois avec la contrainte des baisses des dotations de l'État. Et puis 2 invités dans ce journal également. Françoise Perrier, présidente de l'association Delos APEI 78. L'association a pour but de répondre aux besoins et aux attentes des personnes handicapées. Deuxième invité, nous recevons également Patrick Dohin, directeur du réseau Entreprendre Yvelines, qui va à la rencontre ce soir des étudiants de l'Estaca. C'est à suivre. Près de 200 personnes ont assisté ce mercredi à un séminaire thématique les territoires agri-urbains dans les grandes métropoles. Un événement organisé au domaine de Grand Maison à Villepreux, au cœur de la plaine de Versailles. Des échanges pour réfléchir sur l'organisation et la gouvernance de ces territoires proches de centres urbains. Reportage de Nicolas Dandry. Avoir l'agriculture à portée de ville avec un équilibre entre zones agricoles et zones urbaines, c'est le principe des territoires agri-urbains, la thématique d'un séminaire organisé par l'association patrimoniale de la plaine de Versailles. Je pense qu'il est indispensable à l'heure actuelle dans notre société de pouvoir maintenir des équilibres entre les urbains et les agriculteurs. Au programme notamment une table ronde sur les facteurs d'attractivité des territoires agri-urbains dans les grandes métropoles, avec des retours d'expérience de Montréal, Genève ou encore Milan. Du côté genevois, les cultures sont maraîchères et viticoles. L'agriculture milanaise, elle, s'appuie sur les céréales et le riz. Nos forces résident dans une profession qui tient à garder un lien très fort avec la terre, qui veut pouvoir nourrir la population. Il y a eu même des actions publiques pour mettre en valeur la filière, notamment la filière du riz, qui est produit localement, transformé localement et vendu en vente directe. Sur la plaine de Versailles, l'association patrimoniale créée en 2004 permet des échanges entre 3 groupes, les élus, les agriculteurs et la société civile. Le principe, c'est qu'on vient accompagner les projets par une bonne confiance entre les élus et le monde agricole. C'est dans ces conditions qu'une douzaine de jeunes agriculteurs se sont installés dans la plaine de Versailles sur ces 3 dernières années. Dans l'actualité également à Versailles, un rassemblement organisé ce matin par le réseau Accueil des migrants en Yvelines, un collectif d'une 30aine d'organisations qui réclament un accueil plus digne des migrants en France et dans le département. Enjeu d'actualité aussi avec le projet de loi Asile et Immigration porté en ce moment par le gouvernement. Nicolas Kirillovitz et Quentin Lefrère. Créé il y a seulement quelques semaines, le réseau AMI a mené sa première opération devant la préfecture des Yvelines. La cinquantaine de personnes présentes a réclamé un meilleur accueil des migrants. Elle a exprimé aussi ses inquiétudes quant à la politique menée par le gouvernement sur la question migratoire. La France, pays terre d'accueil, 5e puissance du monde, peut accueillir dignement des migrants. Pas quelques milliers, mais bien 150 ou 200 000 personnes sur 66 millions, ça pose absolument aucun problème. D'autant plus que ces gens, ces jeunes, ces femmes, ces enfants nous apportent la richesse de leur culture et de leur connaissance. Constitué de différentes organisations, associations et collectifs, le nouveau réseau AMI soutient les migrants dans leur démarche juridique, apporte aussi une aide matérielle, culturelle et sportive. L'an passé, 100 000 personnes ont demandé l'asile en France. Pour faire passer leur message, plusieurs membres du réseau ont rencontré directement le préfet des Yvelines. Ce qu'on attend surtout, c'est que cette loi, que le préfet ne soit pas l'exécuteur des lois. On n'a pas encore évalué l'efficacité de la loi qui est actuelle et on est en train d'en faire une autre qui est encore pire que celle-là. Le projet de loi Asile et Immigration sera débattu courant avril à l'Assemblée nationale pour tenter de convaincre les députés de la République en marche yvelinois de voter contre. Les membres du réseau ont envoyé une lettre ouverte aux parlementaires.
Versailles qui abrite en gare des Chantiers le dernier guichet des Yvelines d'achat de billets grande ligne. Il doit cesser son activité cet été. Hier mardi, des militants de la CGT Cheminots de Versailles ont interpellé sur le sujet Valérie Pécresse et Alain Kracovitch. On vous en parlait, la présidente de la région Île-de-France et le directeur général de SNCF Transilien étaient venus inaugurer une consigne Véligo. Les cheminots dénoncent une dégradation du service public. Alain Kracovitch, lui, a confirmé la fermeture du guichet car les achats de billets se font de plus en plus sur Internet. Transport toujours, la presque fin du chantier de la route départementale 30 à Plaisir. L'inauguration de cet axe de circulation vient d'avoir lieu en présence des élus locaux. Les travaux doivent répondre à une problématique de circulation qui touchait la ville. Les précisions de Wilfried Richy, Patrick Jacques de Dixmude et Quentin Lefrère. 30 000 véhicules par jour empruntent cet axe de la route départementale 30 à hauteur de Plaisir. Autant d'automobilistes qui devraient donc être soulagés et passer moins de temps dans les bouchons. Après 3 ans de travaux, la 2x2 voies est ouverte. Le dossier a tout de même été lancé voici 20 ans. C'est une des caractéristiques, je crois, aujourd'hui de la France. La multiplication des recours, la multiplication des enquêtes, des différentes phases administratives qui sont inimaginables, font que, bien entendu, on a rallongé les délais de réalisation. Et il faudrait, j'espère que ce message va être entendu, c'est qu'il y ait moins de recours. Quand on fait des infrastructures, on ne le fait pas pour embêter les gens, on le fait pour améliorer la vie des gens. La patience aura payé. Le doublement de la route s'accompagne de murs acoustiques sur plus de 2 km et de 2 souterrains. C'est la base même d'une trame qui est les fondamentaux pour que notre ville puisse avoir des aspirations encore supplémentaires dans un développement à la fois commercial, économique et un cadre de vie. Parce que ça apporte effectivement un grand confort à notre ville. On aura moins d'embouteillages, d'ailleurs on en a déjà beaucoup moins. 87 millions d'euros ont été investis, 54 par la région, 33 par le département. Et les travaux se poursuivent avec notamment à l'automne une passerelle pour que cyclistes et piétons puissent franchir la Nationale 12. Une invitée m'a rejoint au plateau, Françoise Perrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente d'une association bien implantée dans le département, Delos APEI 78. Elle se fixe pour objectif de répondre aux besoins et aux attentes des personnes handicapées. On va en parler dans un instant. Déjà un mot sur l'histoire de cette association. Delos APEI 78 est née en 2015 d'un regroupement en fait, de 3 associations qui étaient implantées historiquement sur le département. La rencontre basée à Versailles et l'envol à Mantes-la-Jolie, elle créée donc dans les années 60. La 3e association, c'est Sésame Autisme Île-de-France qui, elle, a été créée en 89. Pourquoi fallait-il unir les forces ? Alors surtout, il faut savoir que toutes ces associations sont nées de la volonté de parents. Il y a eu un très grand mouvement, il y a une 50aine d'années à peu près, de parents qui ont voulu faire des choses pour leurs enfants handicapés, qui ont pris les choses à bras-le-corps. Alors pourquoi nous nous sommes réunis ? Parce que l'union fait la force, c'est d'ailleurs le nom d'Elos, ça vient de la mythologie grecque, mais c'est l'union fait la force. D'accord. Et ça nous permet de faire face à la professionnalisation du secteur, parce qu'on ne peut plus faire, la bonne volonté ne suffit plus maintenant, il faut vraiment être professionnel. La complexité des règles, qui sont de plus en plus complexes, oui. Et que ça nous permettait vis-à-vis de nos financeurs d'avoir un peu plus de poids. J'imagine aussi toucher plus de monde, avoir un plus grand champ d'action, notamment sur le département. Effectivement, sur le département, ça nous a permis de nous... On a quand même beaucoup d'établissements. Nous avons 17 établissements qui accueillent 1020 personnes, donc c'est quand même pas rien, avec 470 salariés. Et il y en a à Mantes, Versailles, Buc, Limay, Plaisir. Enfin, vous voyez, on couvre une partie du département. Et nous essayons de fonctionner du mieux que nous pouvons pour répondre aux besoins, aux attentes des personnes accueillies. Alors vous en avez parlé, chaque membre du conseil d'administration de cette association a une histoire personnelle, un enfant qui est accueilli au sein d'une structure de l'association. Pratiquement, dans notre conseil d'administration, nous avons des parents essentiellement, puisque nous sommes une association parentale et nous y tenons beaucoup. Mais cela ne nous empêche pas de comprendre qu'il y a une professionnalisation indispensable. Et donc, nous avons dû recruter du personnel qui est, lui, tout à fait professionnel et auquel j'en profite pour rendre hommage parce qu'ils sont dans des contraintes budgétaires très, très serrées. On ne peut pas non plus faire des choses extraordinaires. Et ils sont quand même extrêmement dévoués. Par exemple, quand il s'est mis à neiger, là, c'est une catastrophe parce que là, on peut plus rentrer. Ça a été une catastrophe pour tout le monde. Voilà, exactement. Eh bien, eux sont restés sur place. Là, je dois
doit leur rendre hommage de façon tout à fait officielle parce que c'était quand même pas simple pour eux ni pour nous. Vous l'avez dit, plus de 1000 personnes accueillies. 20 personnes accueillies. 470 professionnels. Est-ce que c'est assez? Il en faudrait non, il en faudrait beaucoup plus, évidemment. Quels sont vos besoins aujourd'hui? Nos besoins sont très très importants parce que nous avons à faire face à une problématique qui n'a pas été vue du tout par les politiques et par personne, en fait. C'est que nos personnes handicapées maintenant vieillissent. Il y a quelques années, 40 ans en arrière, elles n'avaient pas une espérance de vie très importante, tandis que maintenant ce n'est plus le cas. Elles ont une espérance de vie qui est à peu près la même que la nôtre et rien n'a été prévu pour eux. Donc le système est un petit peu bloqué dans la mesure où on ne va pas les mettre dehors de nos établissements sous prétexte qu'ils sont vieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les placements en accueil de jour, notamment, accueil de jour ou foyer de vie ou foyer, etc. Donc il n'y a pas de place pour eux. Résultat, ça bloque les places dans les autres établissements qui eux-mêmes bloquent les places dans les autres établissements. Et à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire pour les jeunes, ceux qui commenceraient à rentrer dans un système professionnel de ce type-là, eh bien il n'y a pas de place. Donc c'est un problème de place dans des contraintes budgétaires que vous connaissez, puisque de toute façon, il y a de moins en moins d'argent. Oui. Et donc, c'est compliqué. Alors, une valeur forte pour l'association, c'est de considérer la personne handicapée dans toute son humanité. C'est une notion qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. Alors, n'exagérons pas, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits, mais il demeure pas moins que ça reste difficile pour une personne handicapée de trouver sa place dans le monde actuel. Donc, il faut notre but, c'est de les aider justement à s'insérer dans le milieu professionnel. Alors, certains peuvent travailler dans des entreprises normales, d'autres dans des entreprises adaptées, d'autres dans des ESAT. Oui. Vous avez d'ailleurs fait un remarquable reportage très récemment sur ces ESAT. ESAT qui est, je précise, établissement et service d'aide par le travail. Voilà. Nous utilisons beaucoup dans le monde du médico-social des acronymes. Bon, mais c'est ça. Et en fait, nous avons donc 17 établissements, donc un ESAT, enfin 2 ESAT même. On en gère 1 pour l'orientation, 4 pour le secteur enfance, 4 pour le secteur du travail adapté, 3 pour l'accompagnement social et 5 pour l'hébergement. D'accord, donc tout ça, c'est un ensemble très important de 17 établissements sur les Yvelines. Donc il recoupe plusieurs secteurs, vous l'avez dit. Absolument, vous voyez, l'orientation, l'enfance, le travail, l'hébergement, l'accompagnement social, voilà. Alors, pour les ESAT, notamment, on peut préciser, il y en a un qui est implanté à Buc, l'autre à Mantes-la-Ville. Exactement, deux ESAT, un à Buc et un à Mantes-la-Jolie. Ça doit être la Jolie plutôt que la ville, d'ailleurs, je crois. Et qui sont des endroits où les personnes travaillent, mais dans un contexte qui leur est favorable, c'est-à-dire de façon adaptée, avec des postes adaptés, etc. Et où la problématique du rendement n'est pas la même que dans une entreprise normale, bien entendu. Alors aujourd'hui, vous en avez aussi parlé, les défis pour l'association, notamment les personnes vieillissantes. Alors ça, c'est notre problème numéro 1. C'est la problématique numéro 1 aujourd'hui. Numéro 1, parce que là, vraiment, on va finir par coincer totalement le système et ça va devenir très compliqué. Et l'autre problématique que nous avons, c'est de recruter du personnel, parce que c'est un métier extrêmement difficile, qui n'est pas très bien payé, malheureusement. Et du coup, c'était vraiment difficile de trouver des personnes qui sont tout à fait aptes à faire ce type de travail. Donc là, il y a tout un travail de formation qui doit être fait et qui est aussi une de nos problématiques. Et dans ces 17 établissements, qu'est-ce qu'elles vont y faire, ces personnes ? Alors, vous avez des éducateurs, vous avez des AMP, c'est-à-dire les aides médico-psychologiques, vous avez des personnes qui s'occupent tout simplement de la vie courante, c'est-à-dire l'entretien, etc. Vous avez des moniteurs dans les ESAT, vous avez toutes sortes de personnes qui ont des qualifications différentes pour des rôles différents, mais qui sont tous complémentaires. Un dernier mot peut-être, il nous reste 1 minute environ, une actualité de l'association peut-être à partager. Alors pas d'actualité vraiment maintenant, mais nous continuons à essayer de faire en sorte que les personnes que nous accueillons soient le mieux possible dans l'endroit où elles sont et le plus insérées dans la société. Et ce qu'on apprécie beaucoup, c'est justement qu'ils puissent être connus, parce que le handicap fait toujours peur. Donc plus ils sont connus, moins on a peur et mieux ils sont intégrés. Merci Françoise Perrier d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Présidente de l'association Delos APEI 78 qui se fixe pour objectif, je rappelle, de répondre aux besoins et aux attentes des personnes handicapées. Pour plus d'informations sur cette association, je vous invite à aller sur le site internet et vous pouvez également revoir pour avoir plus de précisions, notamment sur le travail dans l'ESAT de Buc. Vous pouvez revoir ce reportage sur notre site internet. Merci d'avoir été avec nous. Séance du Conseil communautaire à Saint-Quentin en Yvelines. Les élus se réunissaient hier mardi, notamment pour le ROB. C'est le rapport d'orientation budgétaire qui fixe les grandes lignes pour 2018. Un budget qui s'annonce contraint. Les détails avec ce sujet d'Aurélie Ronze.
Dans quelques semaines, Saint-Quentin-en-Yvelines devra voter le budget 2018. Mais avant, la présentation du rapport d'orientation budgétaire est une étape obligatoire. Il permet aux élus de prendre connaissance des contraintes financières de l'agglomération. Première révélation, une baisse de la dotation globale de fonctionnement de 35 millions d'euros depuis 2014. Si on projette jusqu'à 2020, ce sera 50 millions. Et si on va jusqu'à des projections de 2023, on peut aller jusqu'à près de 100 millions. Donc, quelle est la structure publique ou intercommunale qui peut résister à ça? On rentre dans une phase quand même très difficile. Pour cette année 2018, il manque 13 millions d'euros pour boucler le budget. Parmi les pistes évoquées, une mutation institutionnelle, la réorganisation des services ou encore une révision de la politique fiscale. Moi, je m'interdis rien, mais ce serait pas un bon choix. On n'a jamais augmenté les impôts depuis que nous sommes à la tête de cette interco. Franchement, c'est pas un choix. C'est plutôt nous le développement économique, faire des économies aussi, restreindre peut-être des investissements, bien sûr, un peu plus serrer tous les budgets. C'est plus vers cela qu'on se dirige. On va regarder avec beaucoup d'attention la question des services à la population. On a un haut niveau de service dans cette agglomération et on tient à ce que ça soit maintenu et que d'autres projets, d'autres sujets plus annexes ne soient pas privilégiés. Donc revenir aux fondamentaux de ce à quoi doit servir l'agglomération, c'est-à-dire rendre des services aux habitants de Saint-Quentin. Prochaine étape pour les 12 communes qui composent Saint-Quentin-en-Yvelines, se réunir autour de la table pour faire des choix. 3 rendez-vous sont programmés avant le vote du budget en avril. À Saint-Quentin-en-Yvelines est implanté, vous le savez sans doute, l'un des campus de l'ESTACA, l'école d'ingénieurs spécialisée dans les secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, du spatial et du ferroviaire. L'école qui reçoit ce soir une centaine de chefs d'entreprise pour des ateliers de networking, des patrons représentant le réseau Entreprendre Yvelines. Justement, avec moi en plateau, le directeur de ce réseau, Patrick Dohain. Bonsoir. Bonsoir. Donc directeur du réseau Entreprendre Yvelines. Alors, vous serez aux côtés notamment du directeur de l'ESTACA ce soir pour cet événement. On va en parler dans un instant. Déjà, quelques mots sur le réseau Entreprendre Yvelines. Quelles sont ses missions ? Alors, Réseau Entreprendre Yvelines, comme partout en France, c'est un réseau de chefs d'entreprise qui accompagnent les créateurs de PME dès l'instant où ils vont prévoir la création d'un minimum de 5 à 10 emplois dans les 2 à 3 ans. D'accord. Et donc, Réseau Entreprendre Yvelines accompagne par ses membres chefs d'entreprise en activité, accompagne les créateurs de façon strictement bénévole et sans aucune prise d'intérêt. Cet accompagnement, c'est à la fois un accompagnement financier en octroyant des prêts d'honneur aux porteurs de projets, et puis c'est surtout l'accompagnement par un de nos membres chefs d'entreprise en activité qui, pendant 2 ou 3 ans, va de façon structurée rencontrer nos porteurs de projets une fois par mois pour faire le point. Puis enfin, on réunit les lauréats d'une promotion annuelle une fois par mois pour leur permettre d'échanger des expériences, des bonnes pratiques et des bonnes adresses. Alors vous l'avez dit, le réseau Entreprendre, c'est au niveau national, 14 000 chefs d'entreprise. Dans les Yvelines, c'est une centaine de membres, c'est ça ? Alors dans les Yvelines, on a un peu plus d'une centaine de membres. On accompagne chaque année une vingtaine de porteurs de projets nouveaux. D'ailleurs, l'année 2018 s'annonce très très favorable puisque on a aujourd'hui un grand nombre de projets. Et donc on a une centaine de membres qui sont à la fois des patrons de PME, à la fois des dirigeants de groupe ou des professions libérales, pour 85% d'entre eux en activité. Et c'est bien cet accompagnement de patrons d'entreprise en activité qui est un apport très riche pour les porteurs de projets. Oui, c'est quelque chose de primordial, justement, le fait que ces chefs d'entreprise qui vont accompagner soient en exercice, ça amène le côté expérience qui est non négligeable. Ben voilà, les entrepreneurs qui sont nos membres et qui vont donc accompagner les nouveaux entrepreneurs que sont nos jeunes créateurs, alors qu'ils sont jeunes ou qui sont moins jeunes, on pourra en dire un petit mot tout à l'heure, et bien évidemment, le fait d'avoir un petit peu de bouteille, d'avoir de l'expérience, d'être en activité et de diriger soi-même une entreprise est un apport tout à fait considérable
pour les porteurs de projets et les jeunes entrepreneurs. Une dernière chose avant d'en venir à ce soir, cet accompagnement se fait, c'est important de le préciser, avant la création, pendant et après. Ça veut dire que l'entrepreneur n'est pas lâché, si je puis dire, dans la nature une fois qu'il a créé son entreprise. Alors absolument. Donc on a un parcours de validation et d'accompagnement en amont, avant la création du projet. Et puis cet accompagnement, encore une fois, est structuré à travers un entretien mensuel pendant une durée d'un minimum de 2 à 3 ans. Donc le porteur de projet, l'entrepreneur nouveau, se trouve effectivement accompagné de façon structurée pendant une période de 2 à 3 ans. Alors ce soir, vous serez aux côtés d'une centaine d'entrepreneurs pour ces ateliers networking à l'Estaca. Là, on est typiquement dans vos missions, c'est de rencontrer finalement les futurs entrepreneurs, ceux qui seront les créateurs d'emplois de demain, finalement. Absolument. Alors, on a eu l'occasion de rencontrer les dirigeants de l'Estaca, et vous savez que dans toutes les écoles, ou dans la plupart des écoles, qu'elles soient de commerce ou d'ingénieurs, il y a une majeure entrepreneuriat qui se met en place pour tous les étudiants. Vous savez qu'un grand nombre de nos étudiants d'aujourd'hui n'ont plus le souhait, au sortir de l'école, de trouver un job dans un grand groupe, mais au contraire de monter une start-up. Et donc, une des préoccupations des dirigeants de l'Estaca était de mettre en place une mesure, une orientation entrepreneuriale pour leurs étudiants. Et donc, nous avons été amenés à mettre en place un partenariat avec l'Estaca, à la fois pour insuffler un peu d'esprit entrepreneurial auprès de leurs étudiants qui sont motivés par cette démarche, et puis à la fois pour accompagner de façon privilégiée un certain nombre d'étudiants en cours d'études ou en sortie de l'école qui ont des projets et qui souhaitent se lancer dans une démarche entrepreneuriale. Atelier networking, donc ce soir, le networking, c'est le fait de se constituer un réseau de relations et de savoir. Dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, se constituer un réseau, on ne peut pas faire sans pour réussir. Objectivement, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir l'opportunité de rencontrer des gens d'horizons très différents, à la fois des dirigeants d'entreprise, à la fois des financeurs, des banquiers, puis à la fois des jeunes créateurs qui ont déjà plongé ou qui sont en train de mettre en place leurs projets. Et donc c'est la logique de ces rencontres strictement conviviales qui a pour objectif de permettre aux gens d'échanger et de se rencontrer. Il nous reste 15 secondes. Qu'est-ce qui va se passer ce soir concrètement? Comment ça va se dérouler cette soirée? Il va se passer une soirée de pure convivialité qui va permettre à la fois aux étudiants, aux jeunes anciens et aux entrepreneurs que nous accompagnons, et puis à nos membres, de partager, de se rencontrer, et puis pourquoi pas d'échanger des cartes de visite ou d'échanger des contacts de façon à accélérer le développement des projets. Merci Patrick Dohain d'avoir été avec nous. Merci à vous. Directeur du réseau Entreprendre Yvelines. Et pour plus d'informations sur l'association, rendez-vous au site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Des ateliers collectifs et accompagnement sur mesure pour renforcer sa présence à l'international. C'est ce que propose la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines avec le dispositif Booster Paris-Saclay Export. Il a été présenté hier au Ski Cube à Guyancourt. À partir du mois d'avril, 16 entreprises des Yvelines et de l'Essonne vont pouvoir bénéficier de ce programme pendant 18 mois. Propos recueillis par Aurélie Onze. Ces entreprises doivent être exportatrices ou avoir un fort projet de développement à l'export, parce que l'objectif, c'est de partager les expériences. Donc, on vient pas seulement pour prendre, on vient dans ce groupe pour donner, partager les bons tuyaux, les bons contacts, les bonnes adresses, les bonnes façons de faire lorsqu'on veut se développer à l'international. Le principe aussi de ces groupes, c'est qu'il n'y a que des entreprises multisectorielles. Je peux pas avoir 2 entreprises du même secteur d'activité, parce qu'on dévoile les stratégies, les visions d'entreprise à 3 ou 5 ans, et donc on dévoile forcément des choses à caractère confidentiel dans ce groupe. Donc, faut pas avoir des concurrents à l'intérieur du groupe. Un événement insolite pour refermer ce journal, direction Vélizy, Villacoublay, où se déroulait le week-end dernier les championnats de France de bras de fer, une discipline qui compte une 60aine de licenciés en Ile-de-France. Et vous allez le voir avec ce sujet de Michael Midoro et Nicolas Dandry, avoir de gros bras ne suffit pas, regardez. Poignet, 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 légèrement poignet, poignet, revenez, là vous êtes bon, don't move, ready go, top, winner, tu t'annonces à la table.
prouver que le bras de fer est un vrai sport, l'objectif de ce 4e championnat de France organisé ce samedi 3 mars dans la commune de Vélizy-Villacoublay. Pour cela, 2 arbitres assistent au match et font appliquer des règles codifiées par les Américains au siècle dernier. On insiste bien sur le terme de bras de fer sportif, pas du bras de fer de comptoir. Il faut que vos poignets soient bien droits, que votre kento soit en fait, que vous ayez l'épaule bien en face, que vous soyez dans l'axe médian de la table. Pour que les règles de ce sport soient entièrement respectées, les arbitres n'hésitent pas à lier les participants. En fait, là, j'ai attaché les 2 adversaires à l'aide de la sangle, tout simplement parce qu'en fait, il y a eu un lâcher de main. En fait, ils n'ont pas réussi à terminer le combat en prise de main. Donc, en fait, on utilise la sangle. Sur la table, la testostérone et le tour du biceps ne font pas tout. Chaque ferriste doit s'échauffer plusieurs minutes avant son passage et surtout avoir une stratégie pour remporter la victoire. Intérieur, ça veut dire on passe intérieur, on reste groupé et on tire comme ça. Et extérieur, on utilise la rotation et on fait plus comme ça. La force est au service de la technique et non la force qui remplace la technique. Vous avez des gens qui, pour d'autres disciplines, sont des gens très puissants, mais quand vous les mettez sur une table de bras de fer, ils ont un petit niveau de résistance, mais après ils n'ont pas la technique, ils sont un peu perdus. Cet événement permettra peut-être d'attirer de nouveaux licenciés pour ce sport encore confidentiel qui compte seulement 200 pratiquants en France et une trentaine dans les Yvelines. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les reportages et le replay sont à consulter sur notre site internet et notre application mobile TV78. La suite de vos programmes, vous avez notamment rendez-vous ce soir avec le 7-8 Culture, comme tous les mercredis, présenté par Mélanie Poquet. Excellente soirée à tous sur TV78.